septembre 2021. Pour la première fois, depuis l'achèvement de sa construction en 1836, l'Arc de Triomphe se cache aux yeux du monde pour mieux se montrer. L'empaquetage de l'Arc de Triomphe est l'ultime œuvre du couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude. Durant 15 jours, ce sont 25 000 mètres carrés de tissus recyclables et de couleur argent bleuté et 3 000 mètres de corde rouge qui recouvrent ce monument emblématique. Un géant de pierre qui, depuis près de 200 ans, contemple l'histoire française, européenne et mondiale. Il est une des silhouettes les plus connues au monde, l'un des monuments les plus visités de Paris. Témoin immuable de l'histoire, l'Arc de Triomphe, voulu par Napoléon, a de quoi fasciner. Napoléon voulait que Paris soit une ville glorieuse, la plus belle ville que le monde puisse imaginer. Il veut un monument qui soit aussi grand et plus grand que les monuments de l'Antiquité classique. C'est un symbole, cet arc de triomphe, qui est visible, qui est compréhensible par le monde entier, au même titre que la Tour Eiffel. C'est un monument pour Napoléon, c'est un monument contre Napoléon, c'est un monument pour les héros, c'est aussi un monument de révolte. Quel type de triomphe? S'il garde ce nom, il pourra célébrer ou devenir le symbole. On peut rêver que ce devienne le triomphe de l'homme sur lui-même. C'est une des fonctions des monuments que de construire de l'émotion, de susciter de l'émotion. Je me trouve actuellement sur l'Arc de Triomphe, avec vue sur la Tour Eiffel, et juste derrière moi, regardez ce qu'il y a derrière moi, les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe, c'est le cœur de Paris qui bat. Ce monument suscite les passions. Il attire autant qu'il révulse. Qui peut imaginer qu'à ses pieds se sont écrits les plus grands moments de l'histoire française, européenne et mondiale? Et si c'était là la clé pour comprendre l'incroyable destin de l'Arc de Triomphe? Depuis plus de 60 ans, l'artiste Christo rêve d'en faire une œuvre d'art intemporelle, une icône. L'Arc de Triomphe, ce géant de pierre, témoin immuable de l'histoire. Quand il est arrivé à Paris en 1958, il a logé à 2 pas d'ici, rue Quentin-Bochart. Et depuis la lucarne de sa chambre de bonne, il pouvait voir l'Arc de Triomphe. Aussi, l'Arc de Triomphe est lié à sa vie.
toujours l'habitude de dire que en cachant, on révèle en même temps. Christo et sa femme, Jeanne-Claude, n'en sont pas à leur première création artistique. En 1985, ils emballent d'or le Pont-Neuf de Paris. Dix ans plus tard, c'est au tour du Parlement de l'Allemagne réunifié, le Reichstag, d'être recouvert par les artistes. Pour l'Arc de Triomphe, l'œuvre est tout aussi monumentale. Mais le 31 mai 2020, le monde apprend la mort de Christo. L'artiste décède avant de voir disparaître l'Arc de Triomphe sous ses 25 000 mètres carrés de tissu bleu argenté. Pourtant, rien ne saurait empêcher le plus vieux rêve de Christo de devenir réalité. Christo lui-même n'avait pas réalisé à quel point l'arc était grand, à quel point il était imposant avant de commencer à travailler sur ce projet. Il faut savoir que l'arc est environ 12 mètres plus grand que les tours du Reichstag empaquetées. Il fait 50 mètres de hauteur. C'est un bâtiment particulièrement massif. Et l'autre aspect qu'il a fallu prendre en compte, c'est ce vent qui souffle, comme on peut l'entendre ici. Puisque l'arc se trouve au sommet d'une colline, avec toutes ces avenues qui convergent vers lui, le vent se rue dans sa direction. Techniquement, ça a été un challenge pour nous, qui devons tout construire et faire en sorte que l'ensemble puisse résister face à un vent puissant. To sustain these winds and to be safe in the winds and that are very strong. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que ce serait beau. C'est aussi simple que ça. Jeanne-Claude disait « Nous créons des œuvres d'art, de joie et de beauté. » Et c'est tout. Une beauté qui ne laisse personne indifférent. Chaque année, depuis 1975, l'Arc de Triomphe se retrouve sur les écrans du monde entier, régnant sur la dernière étape du Tour de France. Celle que tous les sprinteurs rêvent un jour de remporter. Celle que le champion allemand Marcel Kittel eut le bonheur de gagner par 3 fois. C'est la première fois que je reviens à Paris depuis la fin de ma carrière de cycliste. Et ma première fois ici sans numéro de dossard. C'est absolument incroyable. C'est tout aussi agité et stressant, mais cette fois avec des voitures et sans adversaire. Et la ligne d'arrivée de la dernière étape du Tour de France doit se trouver quelque part ici, sur les Champs-Élysées. Beaucoup de souvenirs me reviennent en tête par rapport à ce lieu. C'est beau d'être ici. Paris! Les Champs-Élysées! Que c'est beau! Je n'ai jamais eu le temps de regarder l'Arc de Triomphe, comme maintenant. Il y a autant de stress que sur le Tour de France, mais cette fois-ci à cause du trafic. Ils sont tarés, ces Français. Complètement fou. Complètement fou. La dernière étape du Tour de France et le sprint ici sur les Champs-Élysées, ce furent des moments très spéciaux et remplis d'émotions pour moi. Laisser derrière soi 3 semaines intenses sur le vélo et finir le Tour de France ici, en plus avec une victoire d'étape, c'est magique. En plus, sur le rond-point de l'Étoile ou les Champs-Élysées, des lieux remplis d'histoire mais aussi de tradition,
comme celle du Tour de France, dont la dernière étape se fait ici depuis 1975. C'est un monument militaire qui, pour la France, représente les grands moments de l'histoire, de fêtes, mais aussi les victimes des guerres, comme celle de la Première Guerre mondiale ou toutes les autres guerres. En tant que coureur cycliste, on n'a jamais vraiment le temps de regarder à gauche, à droite, de profiter de cet endroit. Mais on en ressent l'aura et on se rend compte que rouler sur les champs, puis autour de l'Arc de Triomphe, c'est très spécial. L'Arc de Triomphe est en effet un monument à part. Tous les 14 juillet, la France y fait défiler son armée, démontrant aux yeux de tous sa force et sa puissance. Survolé par les fumées tricolores de la patrouille de France, l'arc est sublimé, auréolé de gloire. Et si les 9 Alpha-Jets de la patrouille de France peuvent aujourd'hui ouvrir la parade militaire aérienne et voler dans le ciel de Paris, ils le doivent à un homme dont peu de personnes gardent encore le nom en mémoire, Charles Godefroy. Le 7 août 1919, il se rend à l'aérodrome de Villacoublay et prend place dans son appareil, un chasseur Newport 11. Il décolle et vole en direction de la place de l'Étoile, avec une idée folle, celle de traverser l'Arc de Triomphe en avion. Son appareil, d'une envergure de 7 mètres, franchit de biais le tympan qui n'en mesure pas plus de 9. C'est une véritable prouesse, un triomphe sous l'arc qui porte ce nom. Monument couronné d'honneur, qui pourrait aujourd'hui soupçonner les prémices de son extraordinaire destin? L'histoire de l'Arc de Triomphe débute en effet dans un champ, sur un plateau de l'actuelle République tchèque, où se déroula une bataille majeure, de celles qui marquent les changements d'air. À l'aube du XIXe siècle, Napoléon règne sans partage sur un empire allant de la Belgique à l'Italie. Son ambition est sans limite. Il veut désormais conquérir l'Angleterre. Il réunit alors sa grande armée. 3 ans de préparation, près de 200 000 hommes. Du jamais vu. Le 2 août 1805, à Austerlitz, après 9 heures de combat, il défait les vieilles monarchies européennes. Une victoire éclatante que seul l'Arc de Triomphe était alors à même d'immortaliser. On voit Napoléon qui est sur son cheval, avec à sa droite la garde impériale qui est immobile. On voit les grognards de Napoléon avec leur coiffe très reconnaissable. Et puis à gauche, on a l'infanterie qui est en train de fondre sur l'ennemi, les Autrichiens et les Russes. La cavalerie est en train de tomber dans des marécages. C'est une des batailles les plus célèbres qui est encore enseignée dans les écoles militaires de nos jours, pour sa tactique incroyable et le rôle de stratège de Napoléon. C'est à l'issue de cette bataille que Napoléon décide de construire un arc de triomphe en l'honneur des armées de la Révolution et de l'Empire. Il dit même à ses soldats à l'issue de la bataille, vous rentrerez dans vos foyers sous des arcs de triomphe. Donc l'arc de triomphe ne va pas simplement commémorer Napoléon, mais tous les soldats et la grande armée en particulier. L'Empire romain fascine Napoléon. Il veut faire de Paris la nouvelle Rome. Pour son arc, il s'inspire des arcs antiques
et en particulier de l'arc de Titus, érigé au cœur du Forum romain au 1er siècle de notre ère. Napoléon n'est pas le seul. Comme lui, toutes les nations veulent marquer le territoire du sceau de leur puissance. Partout, on construit des arcs. La porte de Brandebourg à Berlin, l'arc de Wellington à Londres, le Triumph Forte à Innsbruck en Autriche, l'Arco dell'Apache à Milan, l'arc de triomphe de Narva en Russie. Les Romains ont inventé l'Arc de Triomphe, le type architectural de l'Arc de Triomphe. C'est d'abord un monument de piété à Jupiter qui a présidé au combat et à la guerre. Et lorsque le général victorieux revient avec ses troupes des combats, on lui érige un arc de triomphe. Et cet arc de triomphe est véritablement érigé pour Jupiter en rendant hommage, en remerciant le dieu du Capitole d'avoir favorisé la victoire. Alors, les troupes victorieuses avec le général passaient sur l'Arc de Triomphe et c'était, par ce geste sacré, une façon de purifier les troupes de la fureur guerrière et donc de les faire revenir à la normalité de la vie et à la paix. Avec ses 50 mètres de haut, ses 44 mètres de large et ses 20 mètres de profondeur, l'Arc de Triomphe de Paris reste le plus grand arc post-romain jamais construit en Europe. Et Napoléon n'a pas choisi la date de naissance de son arc au hasard. C'est le 15 août 1806, le jour de ses 37 ans, que les ouvriers déposent la première pierre de l'Arc de Triomphe à plus de 8 mètres sous terre. Une profondeur exceptionnelle pour asseoir les bases d'un projet à la hauteur de la démesure du rêve de l'empereur. La pierre de Château-Landon ressemblait à du marbre. Et tout le monde disait qu'il fallait avoir cette pierre blanche et brillante, qui est à la fois jolie et solide. Chalgrin voulait l'utiliser et Napoléon a accepté. C'est alors qu'ils ont commencé à avoir des problèmes de livraison. Je pense que le problème était que la rivière, le Loing, était trop peu profonde pour transporter ces grosses charges. En effet, les carrières de pierre blanche de la région parisienne ne peuvent suivre la cadence. Le chantier est égal à l'ambition de Napoléon. Titanesque. Les difficultés s'accumulent et les ouvriers, harassés et mal payés, se mettent en grève. Et alors que Napoléon commence à enchaîner les défaites, coup de tonnerre. Les deux architectes de l'arc, dont le principal Chalgrin, meurent en 1811, à une semaine d'intervalle. Ça a été très long parce que pendant presque 12 ans, rien ne s'est passé. Notamment car entre-temps, Napoléon a perdu une première fois à Paris, puis à Waterloo. Le chantier n'a pas avancé de 1814 à 1823 et c'est Louis XVIII qui a décidé de relancer les travaux. L'arc n'est achevé qu'en 1836 et inauguré en catimini par le roi Louis-Philippe. La royauté de retour sur le trône. Napoléon, mort en 1821 à Sainte-Hélène, ne l'aura jamais vu de son vivant. C'est seulement lors de la cérémonie du retour de ses cendres, le 15 décembre 1840, par un froid mordant, que Napoléon traversera enfin l'arc qu'il a tant voulu. Mais il faudra attendre le 22 mai 1885, le jour de la mort de Victor Hugo, pour que l'Arc de Triomphe fasse enfin son entrée dans l'histoire. Une foule compacte se réunit, émue et silencieuse. Plus de 2 millions de personnes sont là pour faire leurs adieux au grand écrivain. Tous veulent accompagner l'auteur des Misérables vers sa dernière demeure. Le moment est exceptionnel. Historique. C'est le plus grand rassemblement spontané que la France ait connu. Son corps est exposé toute la nuit sous l'Arc de Triomphe, voilé de crêpe noire pour l'occasion.
Certains lieux possèdent plus que d'autres le privilège de porter le témoignage de l'histoire. La butte de l'Étoile en fait partie. Dès l'Ancien Régime, on veut ériger un monument sur cet endroit d'exception, dont un des plus inattendus. Là où se trouve actuellement l'Arc de Triomphe, il aurait pu y avoir un énorme éléphant, aussi grand que l'arc, et suffisamment haut pour qu'on puisse y organiser des concerts à l'intérieur. Imaginez-vous, 50 ou 100 personnes, 30 musiciens dans un petit orchestre. Peu de gens ont trouvé cette idée réaliste. Et pourtant, elle était bien là, prévue depuis de nombreuses années. L'Arc de Triomphe ne serait certainement pas si célèbre à travers le monde sans sa place d'exception. Et c'est depuis la place de la Concorde, au cœur de Paris, qu'on peut en prendre toute la mesure. L'Arc de Triomphe vient créer ce point focal. Sa grande hauteur, 50 mètres, en fait, quelque part, trompe la perspective, trompe notre regard, puisque en avançant, en zoom, on a l'impression, on ne sait plus trop s'il est près ou loin, et ça participe à la magie de cet espace. Il vient marquer une pierre importante dans ce dispositif que sont les Champs-Élysées, qui ont démarré en 1670, au moment où Louis XIV a pris cette décision de faire tomber les murailles qui entouraient Paris à l'époque pour ouvrir la ville sur la campagne. En 1667, c'est ce même Louis XIV qui ordonne le tracé d'une voie reliant Saint-Germain-en-Laye au Palais Royal du Louvre et au Jardin des Tuileries. Le tracé des Champs-Élysées déterminé, Paris ne cessera de s'étendre, annexant au fur et à mesure des années ses communes limitrophes. En 1869, les dernières barrières visibles de Paris tombent. Initialement conçue comme la plus majestueuse des portes d'entrée dans Paris, l'Arc de Triomphe en devient alors l'un des carrefours majeurs. À la fin du 19e, avant l'arrivée de la voiture, ce sont des calèches, des chevaux, des piétons, puisque c'était une avenue extrêmement fréquentée par les Parisiens. On venait se promener le long des Champs-Élysées et on avait même jusqu'à assez tard des pavés en bois. Les premiers pavés à Paris étaient des pavés en bois, donc on imagine même l'univers sonore qui était beaucoup plus celui du trottement des chevaux sur ces pavés en bois et pas de voiture. Au fil des années, les Champs-Élysées se transforment. De promenades et lieux de divertissement, ils deviennent l'un des axes majeurs de Paris, celui du progrès et de la modernité. La première station de métro y est installée en 1900. Et peu à peu, les pas des promeneurs et le bruit des sabots sont remplacés par ceux des moteurs. La place de l'Étoile, elle, devient alors l'un des passages obligés pour entrer dans la capitale. Mais pour comprendre la place centrale qu'occupe l'Arc de Triomphe, il faut avoir le privilège d'accéder à un endroit que peu ont foulé du pied. Depuis son toit, c'est tout Paris qu'on peut embrasser du regard. Là, on comprend que ça s'appelle la place de l'Étoile. Et je ne l'avais jamais vu. Quand même assez somptueux. Où là, on voit absolument tous les monuments de la capitale. La Défense, le Mont Valérien, bien sûr la Tour Eiffel. C'est assez incroyable. C'est assez inimaginable. Et quelle force! Cet axe, effectivement, qu'on perçoit parfaitement bien ici, depuis le haut de l'Arc de Triomphe, c'est une sorte de raccourci de l'histoire de France. C'est un livre ouvert. On voit le Louvre, mais il faut imaginer que devant le Louvre,
Il y avait à l'époque le palais des Tuileries, qui a brûlé en 1870 au moment de la Commune. Et le projet de la Grande Arche va venir, quelque part, clôturer cet axe majeur, qui est l'axe finalement qui relie le pouvoir avec le Louvre, l'Élysée, et le pouvoir économique avec la défense et les grandes entreprises. Une perspective unique au monde, à la puissance symbolique inégalée, couronnée par la majesté de l'Arc de Triomphe. Un symbole d'une force telle qu'aux heures les plus sombres des guerres, c'est lui, le temple de la patrie, qu'il fallait ravir pour défaire la France. En 1870, l'armée prusse envahit Paris avec un objectif, ravir son cœur. Ils entrent dans la capitale et se dirigent tout droit vers l'Arc de Triomphe. Mais les Parisiens en bloquent l'accès. Quand les troupes ennemies lèvent enfin le siège, on met le feu à de la paille et du fumier sous la Grande Arche, l'honneur des vaincus est sauf. Au XXe siècle, les guerres se succèdent sur le sol européen. Celle de 14-18 est à l'époque la plus meurtrière et la plus violente que le monde ait connue. Plus de 20 millions de morts. Cette fois-ci, la France et ses alliés en sortent victorieux. Paris retrouve sa vie d'antan. L'armistice du 11 novembre 1918 donne lieu à des rassemblements jamais vus. Le 14 juillet 1919, l'Arc de Triomphe est le témoin du premier défilé victorieux des troupes militaires françaises. L'émotion est intense. L'événement hors norme. Le père de la victoire, Georges Clemenceau, dira « Qui a vu ce jour a vécu ». Le grand moment fondateur pour l'Arc de Triomphe, ça n'a pas été son inauguration en 1836, mais plutôt le 14 juillet 1919, au moment où il y a le défilé des troupes alliées sur les Champs-Élysées et qui traversent l'Arc de Triomphe. C'est le seul moment, finalement, le grand moment où l'Arc a eu une véritable fonction triomphale. Avant, il n'y avait pas eu de triomphe. L'Arc de Triomphe recelait en lui un potentiel qui s'est exprimé finalement au XXe siècle, plus qu'au XIXe siècle. Justement pourquoi? Parce que c'est un monument guerrier et que les guerres ne se sont pas arrêtées avec Napoléon. L'homme a réussi à faire d'autres guerres encore plus destructrices. Et l'Arc de Triomphe était là, si on peut dire, prêt à servir pour commémorer ces autres guerres. Avec 1,4 million de morts, la France a payé un lourd tribut pour cette victoire. Les 15 000 gueules cassées et les soldats mutilés sont là pour rappeler toute l'horreur que fut cette guerre. L'Arc de Triomphe, qui jusque-là célébrait les guerres et la victoire, doit devenir le territoire de la paix retrouvée, celui de tous les hommes morts pour la patrie, la tombe du soldat inconnu. Le 28 janvier 1921, le soldat inconnu est inhumé sous l'arche principale face aux Champs-Élysées. Un soldat sans visage, combattant anonyme et héros parmi d'autres, dans la masse des sacrifiés. Ici repose un soldat français mort pour la patrie. Et vous avez vu où on est? On est sous l'Arc de Triomphe. À quoi ça sert un Arc de Triomphe? Quand on en élevait sous la Rome impériale, c'était pour célébrer les victoires. Ici, c'est une tombe. Cette tombe sous l'Arc de Triomphe, elle a transformé ce bâtiment qui avait un côté de gloire, de célébration, de victoire militaire. Elle l'a transformé en un temple, et en un temple national.
Tout le monde peut se retrouver ici. On ne défilera plus jamais sous l'arc. On vient d'installer une tombe, on a creusé une tombe, on ne va pas marcher sur une tombe. On ferme définitivement la porte de l'arc. Alors pourquoi a-t-on choisi de mettre ici un soldat ? Car ce n'est pas un maréchal, ce n'est pas un général, c'est le plus humble des soldats de l'armée française, celui qui a tout sacrifié jusqu'à son nom, jusqu'à son identité. Le plus petit, et c'est lui le plus petit qui est le plus grand, que toutes ces grandes gloires empanachées qui sont inscrites sur l'Arc de Triomphe. Mais vous savez, ça a tellement été improvisé que jusqu'au dernier moment, on a hésité. On pensait, pourquoi pas, le sceller, là, ici, dans un des piliers, creuser, le placer à l'intérieur d'un pilier. Ici repose un soldat inconnu. Donc il y a eu des débats, mais finalement, la tombe a été retenue. Mais au départ, il n'y avait pas de flamme. Cette flamme-là qui brûle en permanence, mais qu'il faut raviver tous les jours. C'est un petit peu, comme disait André Maginot, le ministre de la Guerre, qui le premier ravive la flamme. C'est un peu l'âme de la France, c'est un peu l'âme de tous les morts. L'Arc de Triomphe a désormais une âme. De symbole guerrier, il devient celui de la paix. Depuis 1923, pas un jour sans que la flamme du soldat inconnu ne soit ravivée. Plus que jamais, l'arc est vivant. Tous les 11 novembre, c'est désormais à ses pieds que les grands de ce monde viennent se recueillir en paix. Le 11 novembre 2018 marque le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement sont réunis autour du président français. Une journée marquée par la voix de la chanteuse Angélique Kidjo et de sa chanson « Bléou ». Bléou, c'est une chanson qu'on chante dans plusieurs circonstances. Ça peut être un chant de bénédiction, comme ça peut être un chant de remerciement, mais c'est un chant qui vous appelle à être reconnaissant de tout ce que la vie nous a donné. Quand je suis arrivée le matin, bien avant que les chefs d'État n'arrivent et tout, et que j'ai été répétée, quand j'ai entendu ma voix résonner sous l'arche, j'ai pris un grand souffle. Je me suis dit, ce n'est pas le même son que ma voix a sous cette arche. C'est ma voix, mais sans ma voix. C'est-à-dire que dès la première note que j'ai sortie de ma bouche, l'Arc de Triomphe s'est approprié cette note-là. Je me suis dit, c'est un moment de paix pour moi. Je suis là pour chanter, pour faire comprendre à ceux qui sont à la maison, comme ceux qui sont assis là, que ce sont des êtres humains qui ont été choisis par d'autres êtres humains pour être des dirigeants. Et que leur devoir à tout un chacun d'entre eux, c'est de faire de telle sorte que les citoyens de leur pays soient en sécurité. Donc, quand j'étais là, ce jour-là, sous l'Arc de Triomphe, je portais les voix aussi de tous les soldats, qu'ils soient africains, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient anglais, tous ceux qui ont participé à cette guerre, qui ont donné leur vie pour que nous vivions dans une démocratie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, de leur dire merci. Parce qu'on ne leur dira jamais assez merci. Cet endroit est un endroit qui nous rappelle et qui nous rappellera toujours quand on sera sur le point de prendre une décision d'aller en guerre, de se dire, est-ce que ça vaut encore le coup? En tant que citoyenne
du monde, moi, l'Arc de Triomphe, pour moi, c'est un repère. Ça l'a toujours été. C'est le phare dans la nuit qui nous guide, où on se rappelle les pertes de vie humaine. Et c'est pour ça que cet endroit est aussi magnétique. Je me dis, ceux qui ont la haine, ils n'ont qu'à venir sous l'Arc de Triomphe. Restez silencieux un peu pour écouter les voix de ceux qui sont partis. Parce que la haine, c'est facile. L'Arc de Triomphe, je dirais, c'est le cœur de Paris qui bat. Et ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de langue, ça appartient à tout le monde. En conflit, comme en période de paix, l'Arc de Triomphe est là. Une présence qui n'empêchera pas les affres de la guerre de revenir hanter les terres européennes. Le 14 juin 1940, après une guerre éclair, l'armée allemande rentre dans Paris au petit matin. La Wehrmacht défile sur les Champs-Élysées, parade autour de l'Arc de Triomphe. Le cœur de la France est volé. Les drapeaux français sont retirés. Le français disparaît des panneaux de signalisation et les horloges sont mises à l'heure allemande. Les Allemands donc défilent le 14 juin 1940 sur les Champs-Élysées avec en arrière-fond l'Arc de Triomphe. Pourquoi ? Parce que l'Arc de Triomphe, c'est le symbole de la gloire militaire française. Donc le fait de défiler sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, avec en arrière-plan l'Arc de Triomphe, c'est une image très forte qui montre à la fois la rapidité, la brutalité et l'intégralité de la victoire allemande. C'est un symbole, cet Arc de Triomphe, qui est visible, qui est compréhensible par le monde entier, au même titre que la Tour Eiffel. Quel lieu aurait pu le mieux marquer, au fond, ce triomphe écrasant de la Wehrmacht ? En quelques 6 semaines, ce qui était considéré comme la première armée du monde avait en effet été défaite. Donc la place de la Nation, la place de la Bastille, ça ne dit rien à l'étranger. L'Arc de Triomphe est unanimement, universellement connu, les Champs-Élysées également, et on comprend que les Allemands ne se soient pas privés de cette image de propagande. Blessés au cœur, les étudiants de la France occupée réagissent. Le 11 novembre 1940, un tract circule les exhortant à se rendre sous l'Arc de Triomphe pour honorer le soldat inconnu. Et cela, malgré l'interdiction par l'occupant allemand. À partir de 16h, vous avez des groupes de lycéens, d'étudiants qui convergent vers l'Arc de Triomphe. Ces jeunes Français n'auraient pas pu aller à la Tour Eiffel, n'auraient pas pu aller à Place de la Nation, Place de la Bastille. Le lieu véritablement historique qui symbolise de manière la plus vive le patriotisme français, c'est l'Arc de Triomphe. Et c'est pour cette raison même que les lycéens et les étudiants y convergent. Vous avez donc des dizaines, peut-être des centaines de bouquets qui vont être déposés sur la tombe du soldat inconnu. Bien entendu, pour les Allemands qui sont habitués au maintien de l'ordre, qui veulent imposer leur joug, imposer leur loi, il est intolérable, il est inadmissible que des manifestants se trimballent comme ça dans Paris. Donc, ils vont réprimer la manifestation. Vous allez avoir des manifestants qui sont arrêtés. Alors, combien, là, les bilans divergent. On peut dire qu'en gros, vous avez 3000 manifestants et qu'en gros, vous avez de 100 à 200 arrestations. Cette manifestation sonne comme un coup de tonnerre pour l'occupant. C'est le premier acte spectaculaire de résistance en France. Elle est la preuve que sur le sol national, la résistance existe. On a toujours l'impression qu'un pouvoir autoritaire, et dans le cas du nazisme totalitaire, impose une loi extrêmement brutale. Ce qui a été le cas, bien évidemment. Mais si vous essayez de tout contrôler, si vous maintenez le couvercle sur la marmite, sur la cocotte, de manière trop pressante, eh bien cette cocotte, elle explose. Donc même un pouvoir aussi brutal, aussi cynique, aussi abject soit-il, est obligé de laisser un certain nombre de marges
sous peine de voir l'ensemble de la population ou des catégories de cette population se révolter. C'est un risque, bien entendu, que les Allemands ne veulent pas courir. Entre laisser quelques anciens combattants ranimer la flamme et l'interdire, ce qui provoquerait éventuellement de la rancœur, de l'aigreur, peut-être des protestations de Vichy, les Allemands ont choisi. Pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix. Paris est libre. Les Parisiens, ivres de liberté, acclament l'armée légendaire de Leclerc. Merci, merci beaucoup, the Parisian shout. Les quelques Britanniques qui se trouvent dans la capitale reçoivent un hommage émouvant et enthousiaste de la foule parisienne. Le général de Gaulle reçoit, entouré de ses compagnons de la première heure, l'hommage vibrant et unanime des Français. Ils se souviennent que son nom était le symbole de la lutte contre l'ennemi. 25 août 1944, Paris est libéré. Une victoire française, mais avant tout, la victoire du monde libre. Aux côtés des drapeaux tricolores, flottent les drapeaux anglais et américains. La foule, en liesse, vibrante de joie, se rassemble autour du général de Gaulle au pied de l'Arc de Triomphe. L'Arc devient pour le monde entier le territoire de la victoire sur le nazisme, le territoire où s'écrit l'histoire du monde. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent l'histoire gravée sur ces murs. Pour la comprendre, il faut s'en approcher, l'observer de près, presque le frôler. L'Arc de Triomphe est un arc parlant, façonné par les péripéties de la grande histoire à laquelle il s'est trouvé mêlé. Y sont inscrits pour toujours les noms des 660 généraux et ceux des 158 batailles remportées par la France à l'époque napoléonienne, et le souvenir des guerres plus récentes, la guerre de Corée en 1950 ou celle de l'indépendance de l'Indochine et de l'Algérie. Parmi toutes les sculptures, il en est une à part, une icône. La statue du départ des volontaires de François Rude, celle qu'on appelle la Marseillaise. On a d'abord le groupe central du vieux Gaulois qui brandit son casque et qui entraîne à sa suite le jeune homme prêt au sacrifice. Vous voyez, il est nu, il va au sacrifice. On a l'autre épisode des personnages à l'arrière, les vétérans qui sont sous le poids de leur bouclier. Un autre homme plus âgé qui semble donner des conseils aux plus jeunes à l'arrière. On a un autre soldat qui sonne dans une trompette, qui appelle à la bataille. Nous voyons les lances aussi qui semblent s'entrechoquer à gauche et les étendards qui volent au vent. Donc on a véritablement l'impression d'entrer dans ce relief. Ce sont des personnages qui passent devant nous. Il y a comme un mouvement circulaire de la droite vers l'avant et ensuite vers la gauche. Et puis au sommet, évidemment, c'est ce génie de la guerre qui appelle au combat les combattants. On dit que Rude a pris comme modèle sa femme qui criait. Donc c'est vraiment en ça qu'il va aller vers plus de réalisme. Dès l'inauguration, on a trouvé ce monument et ce relief incroyable. Les gens ont été même un peu choqués de le voir parce qu'on n'avait jamais vu une expression aussi dramatique sur le visage. Ses jambes écartées, ses bras écartés, cette exagération de l'expression, c'était nouveau. Une statue révolutionnaire, justement. Voulu par un empereur, construit par un roi, c'est finalement par la République que l'Arc de Triomphe sera consacré. Il devient au XXe siècle un moyen d'afficher sa contestation. Il va être utilisé pour porter la voix de ceux qu'on n'entend pas, de ceux qui osent, qui désobéissent, qui luttent pour une société plus juste.
Il est le symbole de la nation. Le peuple se l'approprie et veut lui donner un nouveau sens. Alors, il faut bien être conscient que des lieux dans Paris qui suscitent des images qui sont qui sont diffusées internationalement, que c'est une des fonctions des monuments que de construire de l'émotion, de susciter de l'émotion, parce que cet arc de triomphe, indépendamment qu'il flanque au sommet la plus belle avenue du monde, il dit Paris. Il dit Paris, or les images que l'on construit dans cette circonstance, comme en d'autres, sont des images qui doivent être perçues, comprises, appréhendées par tout un monde pour qui la Tour Eiffel, d'une part, et l'Arc de Triomphe disent immédiatement Paris, à l'autre bout du monde. Et il participe de la construction d'un espace qu'on redessine, qu'on retransforme et dont les usages se modifient. En décembre 2018, pour la première fois, l'Arc de Triomphe est meurtri. Des émeutiers s'introduisent à l'intérieur. Ses murs sont tagués, la copie du visage de la Marianne détruite. Au même moment, un groupe de gilets jaunes encercle la flamme du soldat inconnu pour la protéger. L'Arc de Triomphe paie le prix de ce qu'il entend être le symbole de la nation, cible et sacré. Mais aujourd'hui, quel triomphe l'Arc célèbre-t-il? C'est surtout celle des grandes victoires sportives et de ses héros. Quand je regarde là comme ça, j'imagine qu'à l'époque, les chants, l'Arc de Triomphe, c'était full, c'était plein d'énergie, plein de joie. C'était l'endroit rêvé pour communier. Alors, le bus qui a mis du temps pour monter tout le long des Champs-Élysées, plus de 3 heures pour monter, rendez-vous compte. Et c'est là où on a pu échanger avec le public, les remercier finalement parce qu'ils nous ont soutenus tout le long de cette compétition. Et les chants avec le bouquet final, le feu d'artifice, l'Arc de Triomphe. C'était vraiment un moment particulier. Le 1, le 2, le 3, 0. On s'en rappelle tous comme si c'était hier. C'est vraiment magnifique. Here we are, laissez-moi découvrir ça. Laissez-moi découvrir ça. Les Champs-Élysées, vue de l'Arc de Triomphe. 22 ans ont passé et c'est encore chargé d'émotions. On s'imagine la foule qui remplit les Champs-Élysées et les yeux tournés vers l'Arc de Triomphe parce que finalement, c'est là que ça se passe. L'énergie, elle est là. C'est vrai que c'est fantastique, c'est le mot qu'il faut, c'est le qualificatif qu'il faut prendre. Je ne savais pas que ça allait être aussi beau et aussi intense d'y retourner, de me positionner sur l'Arc de Triomphe et de pouvoir imaginer à nouveau ces Champs-Élysées pleins avec notre bus qui monte. Je pourrais en avoir les larmes aux yeux parce que j'avais 30 ans à cette époque, j'étais jeune, solide. On avait cette Coupe du Monde dans la main. C'était beau, c'était unique, il fallait le vivre. L'association des éléments fait que les Champs-Élysées, trophée, communion du public, Arc de Triomphe en bout de course, ça rendait le moment magique. Tout à la fois témoin et acteur des grands événements de l'histoire, l'Arc de Triomphe porte en lui les émotions de toute une nation. Au cœur d'une ville qui évolue, les combats d'hier font place à des luttes plus globales, celles d'une ville plus apaisée et calme. Paris se rêve en ville plus verte, veut se réenchanter, devenir une ville modèle pour le futur
où l'Arc de Triomphe, surplombant l'avenue la plus polluée de France, veut continuer à jouer un rôle majeur. Je ne sais pas si vous avez vécu l'expérience de jeune conducteur d'essayer de faire le tour de l'Étoile. C'est une épreuve initiatique dont on se souvient pendant longtemps. On a 65 000 véhicules sur les Champs-Élysées eux-mêmes, plus tout ce qui vient de la Grande Armée et donc de toutes les avenues radiantes. Donc c'est devenu le plus grand rond-point de France. Finalement, avec tout ce trafic autour, on ne le voit plus, on ne le remarque plus, à part les touristes qui viennent risquer leur vie chaque jour pour se prendre en selfie devant. C'est un vrai capharnaüm de matériaux, de traitements urbains très différents qui, au fil des ans, se sont dégradés. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Naturellement, réduire la taille du trafic sur les Champs-Élysées et donc aussi sur la place de l'Étoile, de végétaliser un peu mieux cette partie-ci et peut-être d'avoir même des formes de butées qui permettraient aux passants, aux touristes de pouvoir s'isoler un petit peu du trafic, prendre un point de vue un petit peu plus aérien et pourrait avoir à chacune des 4 angles ou 5 angles un kiosque pour pouvoir prendre un verre, pour pouvoir s'asseoir, se reposer et le tout dans un écrin de verdure et de silence qui permettait de contempler et d'aller visiter l'Arc de Triomphe. Peut-être que si on arrivait à faire cette grande mutation, cette transition écologique et transformation, réenchantement des Champs-Élysées, de l'axe majeur et donc de l'Arc de Triomphe, ce serait l'occasion de lui donner une nouvelle signification symbolique, celle peut-être d'une réinvention d'une ville plus naturelle, plus équilibrée, plus écologique, et que cette ceinture de verdure qu'on pourrait poser au pied de l'Arc de Triomphe, on ferait demain peut-être ce symbole d'une transition écologique et d'une ville plus durable et plus désirable pour les générations futures. Au pied de l'Arc de Triomphe, ce sont d'autres histoires qui s'écrivent aujourd'hui, qui suivent celle de la société française, loin des guerres et des triomphes impériaux. L'Arc de Triomphe est un joyau de pierre, monument des passions qui continue à exercer son pouvoir d'attraction sur la France et sur le monde entier.